poursuivre et pour parachever, si je puis dire, cette première séance, cette première journée de travail, première journée intense et passionnante, j'ai le plaisir d'accueillir Cynthia Fleury. Cynthia Fleury est philosophe, psychanalyste. Elle est titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM. Elle est heureusement très présente dans le débat public sur beaucoup de thématiques. Et puis, pour nous aider à mieux penser ou à penser autrement nos questions métropolitaines, urbaines, territoriales, elle se propose de nous acculturer, de mobiliser une petite partie de son corpus scientifique, de ses méthodes, de ses notions, de ses concepts. Je pense qu'on va parler de résilience, qu'on va parler de citoyenneté capacitaire et de bien d'autres sujets qui nous aideront à réfléchir autrement. Voilà, chère Cynthia, je suis ravi de vous accueillir et de vous laisser la parole. Merci, merci beaucoup. Donc effectivement, moi je vais essayer de mobiliser des outils, des notions issues du corpus philosophique et psychanalytique, mais que chacun commence à bien connaître. Hein. Donc, et que généralement on accuse un peu d'ailleurs d'être des fourre-tout, des mots-valises, etc. Il n'empêche que, alors c'est vrai, il y a toujours de l'instrumentalisation. Hein. Prenons la question de la résilience, on y reviendra. Mais il n'y a pas que de l'instrumentalisation, il y a aussi, je dirais, des métaphorisations qui sont importantes pour nous faire comprendre des dynamiques. Et ça sera sans doute mon premier point, c'est-à-dire que pourquoi on utilise ces notions qui viennent d'un autre corpus ? Pourquoi on utilise l'interdisciplinarité ? Parce qu'encore une fois, nous avons la nécessité de penser des choses, des dispositifs, des phénomènes holistiques, et que donc d'emblée l'interdisciplinarité est intéressante. Mais donc il y a la question de la méthodologie, des corpus autres, des modélisations que ça nous permet de penser, comme ça, de faire des espèces de translations qui nous permettent de mettre en lumière des choses. Donc ça, c'est vraiment un des atouts forts de l'interdisciplinarité. Mais il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant dans cette métaphorisation qu'on accuse parfois, c'est qu'elle vient solliciter une sorte de savoir expérientiel, une sorte de savoir émotionnel, une façon de comprendre par le ressenti quelque chose, de saisir, je dirais, émotionnellement une réalité. Et donc la question, par exemple, quand on parle de résilience et qu'on met ça sur la question de la ville, en fait, on cherche aussi à attraper une expérience vitale d'un rapport à la ville, une expérience esthétique, une expérience sur la qualité de vie. Donc cette métaphorisation, elle n'est pas simplement, si vous voulez, elle n'est pas que déficitaire, elle est également, au sens bachelardien du terme, c'est une poétique matérielle et elle nous permet aussi quand même d'aller saisir quelque chose qu'on intuitionne et qu'on ne sait pas nécessairement argumenter, qu'on ne sait pas encore modéliser, mais qui renvoie à ces nouveaux vécus, à ces nouveaux usages. Donc, pour le coup, nous allons un peu métaphoriser ensemble. Alors effectivement, je vais revenir sur certains termes. Prenons celui de résilience. Pourquoi c'est malgré tout pertinent de travailler avec cette notion de la résilience ? Pourquoi c'est pertinent de travailler avec la notion des capabilités ? En bon français, capabilities, capacité, vous l'appelez comme vous voulez, mais qu'est-ce qu'on entend par ces approches capacitaires ? Dire quelque chose du soin capacitaire, de la citoyenneté capacitaire, dire quelque chose des alliances entre le contrat naturel et le contrat social, bien sûr revenir sur la notion des commons, et tout ça en fait pour nous aider à habiter le monde en contexte anthropocénique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, nous faisons l'expérience, hein, nous y sommes. Si on peut souligner ce qu'a été 2020, 2020 a été l'entrée dans le millénium réel, l'entrée dans le siècle, dans le 21e siècle. Ce n'est pas l'entrée théorique, ce n'est même pas l'entrée au niveau historique, mais c'est l'entrée au niveau expérientiel. Nous avons fait l'expérience de qu'est-ce que c'est que ce nouveau millénium.
Et ce nouveau millénium et ce nouveau 21e siècle, c'est l'expérience de la faille systémique, de la vulnérabilité systémique. Nous faisons l'expérience de ça, alors que nous savions, bien évidemment, les sciences humaines et sociales, on l'a vu toute la journée, et on l'a vu par d'autres états de l'art, nous savions que nous étions dans des modélisations dites d'effondrement. Nous avons plus ou moins acté ce terme d'anthropocène, donc ce n'est pas une réalité théorique nouvelle, mais c'est une réalité expérientielle nouvelle. Nous avons expérimenté dans nos vies, de manière très banale, très ordinaire, très incarnée, quantité de restrictions, voilà, quantité d'intermittences, quantité de contraintes, quantité de faux départs. Voilà. Et nous savons aujourd'hui que ce n'est pas simplement une crise, que c'est du récurrent, que c'est comme ça que demain nous allons vivre dans ces formes d'incertitude et qu'il va falloir produire une homéostasie, voilà, un autre terme métaphorique puisqu'il vient du territoire de la médecine, mais en l'occurrence qui peut être sollicité ici parce qu'il rappelle notre nécessité d'adaptation. Et bien sûr, avec tout ce travail, qu'il faut aller vers l'adaptation et pas la suradaptation. Donc c'est la suradaptation, on le sait aujourd'hui, cliniquement, produit des burn-out, des phénomènes, comment dire, tout simplement d'usure mentale. Alors résilience. Résilience, pour dire effectivement, on sait ce que ça veut dire, le dépassement d'une crise, d'un traumatisme, l'invention d'une nouvelle norme de vie. Résilience parce que, effectivement, la première chose, c'est de comprendre demain que la ville va être le lieu d'une transition écologique et sociale et que le grand enjeu est véritablement de faire ce que Bruno Latour appelle là aussi par métaphorisation un programme d'atterrissage. Voilà, programme d'atterrissage au sens premier du terme, atterrir, s'enraciner dans la terre, s'ancrer, se territorialiser. Pour ça, il faut une ville, il faut un territoire. Il s'avère que pourquoi une ville ? Plus spécifiquement, parce que c'est aussi une expérience de la modernité. Donc on ne peut pas faire sans les villes, mais il faut faire autrement avec les villes. Et en même temps, il faut inventer cette ville-providence, comme si elle était une sorte de mini-État-providence. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette ville-providence ? Ce n'est pas la providence comme nous l'avons pensé au XXe, qui était une forme d'abondance sans limite. C'est une providence beaucoup plus mature, beaucoup plus consciente des limites biosphériques, beaucoup plus consciente de la Terre. Et donc, on a une forme d'atterrissage urbain, ancré, territorial, le retour vers une modernité, je dirais, matérielle, solide, si on voulait là aussi aller travailler sur une autre notion des modernités liquides, qu'on connaît bien, de Bauman. Là, plutôt, ça serait un programme de matérialisation solide. Et c'est ça que nous, là aussi, la Covid a été cette expérience de retour à la nécessité de circuits courts, d'autonomisation, d'accès, la question de l'accès, terriblement importante, la question du capital social qui maintient cet accès. Un accès, un capital social, une ressource, c'est la définition du commons, des communs. Donc on est au cœur de cela. On est au cœur de cela et on le sait, la gouvernance des communs est une gouvernance résiliente. Pourquoi résiliente ? Parce qu'elle s'intéresse à la solidarité dite écologique. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du territoire, des régimes écosystémiques ? On a une loi en France sur la solidarité écologique et dans cette solidarité écologique, il y a toujours les communautés humaines. Donc c'est vraiment ces interactions très fine de création de réciprocité naturelle, d'aller voir comment les lois de coopération naturelle peuvent être sollicitées, et ça c'est résilient, comment demain tout un environnement, tout un milieu peut être un tiers résilient avec lequel je fais ça, et vice-versa, comment à l'inverse il peut être toxique. Donc on voit à quel point on est dans des réalités très psychodynamiques, très écosystémiques. Donc ça, c'est résilient, mais c'est résilient effectivement aussi
vous vous souvenez de la charte d'Aalborg. La charte d'Aalborg, c'est la fin des années 90. C'est sans doute l'une des premières grandes chartes concernant les stratégies urbaines de métropolisation qui sollicitait la notion de résilience. Donc, prenez la charte d'Aalborg. On a mis 30 ans pour en gros mettre les pieds là-dedans, ou 20 ans. Et c'est en gros un programme qui pourrait tout à fait être aujourd'hui concluant, venir nous inspirer. Et donc, résilience territoriale parce qu'on sollicite les équilibres biosphériques et les écosystèmes, bien évidemment parce qu'on sollicite également la participation active des citoyens. Donc à chaque fois, lorsqu'on parle de métropole résiliente, c'est parce qu'il y a une participation renforcée des citoyens dans la gouvernance. Donc c'est les commons. Et les commons, vous pouvez ouvrir la notion des commons aujourd'hui à ce qu'on appelle les communs négatifs. Donc les commons, cette fois-ci, sur les questions de déchets, des externalités négatives. Très important de sortir de cette idée d'une individualisation de la responsabilité. C'est très important, l'individualisation de la responsabilité, mais ça ne suffit pas. Demain, il est clair qu'on va retourner vers des vraies mutualisations de cette responsabilité. Non pas chacun s'occupe de ses petites externalités négatives, mais il y a des grandes externalités négatives systémiques qui renvoient à notre modèle de vie, les déchets, etc. Et nous devons les penser ensemble, conjointement, etc. C'est ça les communs négatifs. C'est tout d'un coup considéré que c'est un levier capacitaire, c'est un levier pour aller vivre autrement. Bon. Mais on parle aussi d'undercommons, hein, qui est une notion qui est de plus en plus sollicitée et qui est intéressante. C'est quoi les undercommons? C'est tout simplement des communs qui sont gérés par des communautés encore plus éloignées des systèmes occidentaux, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire des communautés plus marginales, plus singulières, plus autochtones, voilà, qui fonctionnent un peu différemment. Mais pourquoi c'est tout à fait intéressant? Parce que très souvent, ce sont des communautés qui ont expérimenté des failles systémiques avant nous. Et donc, résultat, ces métropoles ou ces villages même, oublions les métropoles, parce que les undercommons, souvent, c'est dans telle forêt, près de telle ou telle rivière, près de tel ou tel fardeau environnemental. Ces undercommons sont très intéressants comme dispositifs exemplaires, c'est-à-dire ayant expérimenté une vulnérabilité, ayant produit généralement une approche capacitaire très endogène par rapport à cette vulnérabilité. Et oui, nous pouvons nous en saisir. Donc ce système qui est aujourd'hui aussi de tiens, nous pouvons tirer quantité d'apprentissages qui viennent du sud, des suds pour le nord, c'est quand même aussi une sorte de renversement très intéressant et je dirais c'est pas que intéressant, c'est aussi voilà, enfin un autre chemin vers l'universel qui avait été ces dernières décennies un peu capté, un peu confisqué par une sorte d'impérialisme culturel ou d'occidentalisation, alors que bien évidemment la question de l'universel est plus vaste que simplement son visage occidental. Donc là aussi on peut parler de résilience. Et puis la notion de résilience, ça charrie comme ça toute une nouvelle charte de pratiques, des nouveaux manifestes d'architecture urbaine, des trams vertes, bleues, des mobilités douces, etc. Donc ça, c'est tout à fait important. Résiliente aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une modélisation dite d'effondrement. Alors qu'est-ce que c'est la modélisation la modélisation dite d'effondrement, c'est tout simplement ce fait d'identifier à un moment donné, sur une courbe, un point à partir duquel il y aura un phénomène de raréfaction d'accès à cette ressource. Ça peut être sur l'eau, ça peut être sur la qualité de l'air, que sais-je, des terrains, enfin quantité de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un effondrement au sens où, poum, ça disparaît, pas du tout. Ce qui disparaît, c'est le contrat social
équitable. Voilà ce qui disparaît. Ce qui disparaît, c'est le fait que nous ne pourrons plus, à partir de ce moment-là, être dans la certitude de donner un accès équitable à tous. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans des modélisations dites d'effondrement sur des grandes villes, Cape Town, l'eau, à partir d'avril, mai, chaque année un petit peu plus tôt, pouf, on rentre en phénomène de priorisation. Et vous connaissez maintenant tous la réalité de la priorisation, ce n'est pas l'éthique. La réalité de la priorisation, c'est des économies de rareté, dures, et à un moment donné, d'arbitrage très compliqué, parfois entre des légitimités et qui sont légitimes dans les deux cas, et puis parfois avec des rapports de force plus complexes. Et donc, on le sait très bien que la solidarité n'est pas un enfant de la survie. La solidarité est un enfant de la construction sociale, de l'état social, du maintien des vies et d'un minimum assez considérable de la qualité de vie, et que, bien sûr, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, comme dit Hölderlin, mais en fait, la vérité, c'est que non, et que si c'est vrai pour un certain type d'individus, il faut toujours faire attention à maintenir effectivement des équilibres qui ne sont pas ceux de la survie. Donc, la résilience, demain, elle doit, encore une fois, affronter tous ces enjeux de vulnérabilité systémique. Elle doit également affronter, on l'a dit, je l'ai entendu tout à l'heure, la question de l'holistique. Alors, ça veut dire quoi, la question de l'holistique? Là aussi, prenons simplement ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, et qui vient mettre un grand coup de pied dans l'holistique, si j'ose dire. C'est l'indivisible de la vie humaine, tout simplement, qui est l'humanité de la vie, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, son versant de protection de vie biologique, mais aussi la vie sociale, la vie démocratique, la vie urbaine, l'affectio societatis dans son classique. Et on voit bien aujourd'hui que ce plaidoyer pour l'indivisibilité de la vie, ça va être un des grands enjeux demain, quand nous allons affronter, si ce n'est pas des pandémies, d'autres failles systémiques, et que la question qui est la nôtre va être de comment ne pas banaliser tout simplement les états d'exception, les états d'urgence, comment véritablement faire une gestion, entre guillemets, démocratique des failles systémiques. Puisqu'on voit très bien ce que c'est la gestion des failles systémiques non démocratiques, ça on voit bien, c'est toujours du mouvement liberticide et de la raison d'exception. Bien évidemment, tout notre enjeu, et c'est pour ça aussi que l'on s'inscrit dans cette notion de résilience, c'est d'aller au contraire vers quelque chose qui est compatible avec l'état de droit. Donc voilà un premier... pourquoi cette notion de résilience est quand même tout à fait intéressante, puis je ne parle même pas des questions de périphérie et de centre, elles ont été grandement évoquées, mais tout l'enjeu de produire une attractivité sans vider, désubstantialiser ce qui est aux alentours, ça aussi c'est un des grands enjeux qui a été un peu laissé de côté ces dernières années quand on a pratiqué ces stratégies comme ça de métropolisation qui étaient... comme ça, qui produisait de l'aimant de manière très forte. Et là, l'enjeu, c'est au contraire de reterritorialiser et de ne pas être que dans du déficitaire aux alentours. Alors, la notion de capacité, en bon français, traduction littérale, ou de capacité, vous trouvez cette notion chez Amartya Sen, vous trouvez cette notion chez quantité d'auteurs, chez Martha Nussbaum notamment, puisque je vais la citer plus spécifiquement là, parce que je trouve que c'est intéressant d'aller chercher. Elle a travaillé, vous le savez, sur les émotions démocratiques. Donc voilà une anthropologue, philosophe, qui nous permet de réfléchir à ce que peut être une ville, mais un petit peu différemment, puisque, en gros, une ville doit permettre quoi chez Nussbaum? Une ville doit permettre d'assumer un certain type de fonctions, des fonctions qui sont jugées fondamentales dans la vie humaine, au sens où leur présence ou leur absence
tout simplement est comprise comme ce qui vient produire les conditions de maintien, comme dirait Jonas, d'une vie authentiquement humaine. Bon, une fois qu'on a dit ça, le programme, vous allez voir, est extrêmement lourd, mais en même temps, on voit très bien. Alors, c'est une autre façon aussi de penser les droits universels, mais il y a des choses qui sont un tout petit peu sensiblement différentes. Le premier de ces 10 capacités centrales, fondamentales de la vie humaine que doit assumer un territoire, et notamment une ville, c'est la santé. Donc le premier point, comme si c'était le test de citoyenneté absolue, le maintien en bonne santé, mener une vie d'une longueur normale, donc il y a en plus une qualité de vie, être en bonne santé, être convenablement nourri, avoir un abri décent. Enfin, donc il y a toute une notion de, non pas de common decency, mais de santé décente. Être bien évidemment capable de se déplacer librement sans avoir une crainte d'agression ou autre. Donc ça, c'est les questions de mobilité très classiques qu'on connaît. En revanche, dans la quatrième capacité, il y a une chose qui est un tout petit peu différente et qui semble étonnante, si j'ose dire, dans un cahier de charges pour une ville. Ça serait être capable d'utiliser ses sens, d'imaginer, de penser, de raisonner, et de faire tout cela d'une manière vraiment humaine, c'est-à-dire une manière informée et cultivée, par une éducation adéquate, être capable de s'exprimer librement, etc. Être capable d'avoir des expériences qui procurent du plaisir. Donc, voilà, avoir donc une approche totalement sensorielle. On voit que c'est tout d'un coup pas si neutre. Nous sommes dans un moment de restriction du sensoriel, très fort. Les masques, l'impossibilité de se toucher. Donc, on voit que de venir demander à une ville tout d'un coup demain de réfléchir à des façons de préserver l'utilisation de nos sens, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est tout sauf anodin et c'est tout sauf un petit enjeu. Et on sait par quantité de travaux, de psychodynamique, encore une fois, de psychopathologie et puis de sciences comportementales, comment bien évidemment de cette communication des corps, de cette communication non verbale, de cette réalité tactile en tout cas, de cette proxémie pour certains, le jeu de la distance entre les êtres, etc., produit d'emblée un affectio societatis. Donc nous sommes, alors ça ne veut pas dire du tout que nous sommes en danger de disparition de l'affectio, mais qu'aujourd'hui, oui, il a des épreuves particulièrement importantes et demain, nous ne pourrons pas simplement nous satisfaire de ce phénomène-là. Il va falloir inventer d'autres façons de procéder pour récupérer, encore une fois, cette utilisation capacitaire des sens. Cinquième capacité, ce sont les... Là aussi, donc vous voyez, être capable de s'attacher, d'aimer, d'avoir un développement émotionnel non contraint par la peur et l'angoisse. Donc ce sont les théories de l'attachement, de l'association. Ça veut dire qu'en gros, ce qui est important dans une démocratie, dans une ville qui renvoie à cette question de l'incarnation d'un état de droit et donc de principes très concrets, c'est de pouvoir formuler des attachements, des loyautés qui sont préférentielles. C'est d'avoir le droit de cela. Ça peut être bien évidemment les questions associatives, mais ça veut dire de pouvoir porter attention à quelque chose. Et ces régimes d'attention, ils sont tout à fait importants parce que c'est une très très grande demande aujourd'hui dans les villes de remettre un autre type de mode d'attention dans l'espace public. Nous avons des espaces publics qui sont plus ou moins confisqués par le marchand, par la marchandisation, et vous avez une demande, et d'ailleurs vous voyez très très bien dans quantité de mouvements, comment dire, de désobéissance civile, etc., que le premier geste souvent de cette désobéissance civile ces dernières années, c'est d'occuper, de venir
véritablement s'ancrer, hein, c'est les mouvements Occupy, de venir s'ancrer sur un endroit, un territoire, etc., comme s'il y avait besoin d'une réappropriation de cet espace public et de rappeler que cet espace public, il est d'abord citoyen, il n'est pas confisqué, et vous avez quantité, encore une fois, de citoyens qui sont en recherche de créer des formes d'occupation différentes, éphémères, la nuit, le jour, les ZAD. Tout ça, c'est quand même, encore une fois, des choses avec lesquelles, au lieu de considérer que c'est un point négatif et problématique, au contraire, de voir comment on peut travailler ça. Je vous donne un exemple qui est maintenant assez connu, qui s'appelle la preuve par 7. La preuve par 7, c'est Bouchain, architecte bien connu maintenant bien sûr de l'urbanisme, mais la preuve par 7, c'est quoi? C'est très souvent l'existant, la saisie de l'existant et la réhabilitation par des commons de cet existant, sachant qu'on flirte plus ou moins avec le légal. Il y a 20 ans, on aurait appelé ça un squat. Bon, tout simplement, c'est-à-dire tout d'un coup vous avez une saisie, ils arrivent et ils s'installent dans un lieu qui normalement ne peut plus recevoir, et pourtant ils vont prouver par l'usage et par une construction comme ça d'un intérêt général, parce qu'il y a une construction d'un intérêt général, ce n'est pas simplement un squat pour une petite communauté, c'est comment une communauté, vous prenez l'hôtel Pasteur à Rennes, comment une communauté va démontrer qu'il faut faire de la dénormalisation, donc il faut s'extraire d'un certain type de règles parce que ces lieux sont patrimoniaux et donc ils ne peuvent pas renvoyer à toutes les normes, mais on va prouver que même en ne respectant pas toutes les normes, on peut y vivre et malgré tout assurer une sécurité des uns et des autres. Et puis on va construire avec cet existant des tiers-lieux très hybrides. Prenons l'hôtel Pasteur. En bas, c'est de mémoire une crèche, en tout cas quelque chose autour avec les enfants et le petit soin. Et puis on monte, et puis les chercheurs sont beaucoup plus hauts. Il y a un endroit qui peut être marchand, etc. Bon, tout ça pour dire que ces formes-là de création d'habitat, d'habitabilité, d'un endroit, sont des formes qui aujourd'hui en plus fonctionnent bien évidemment avec les transitions écologiques, avec l'économie solidaire, avec des commons, avec des règles très précises pour savoir comment on organise tout ça. Donc vous voyez, c'est un mélange entre un phénomène quand même de singularisation forte et en même temps de collectif. Mais qui ont fonctionné très souvent dans un premier temps en étant un peu bord cadre sur la question de la loi. Bon, donc ça, et dans ces lieux, ensuite vous avez des formes d'assemblée, des gouvernances plus participatives, etc. Donc voilà un petit peu, on va de plus en plus vers une démultiplication de ce type, encore une fois, de manière d'habiter les endroits. Alors, je termine rapidement parce que je suis trop lente. Être capable de vivre avec les autres, de reconnaître d'autres humains, d'interagir socialement, être capable de développer une attention pour les animaux, les plantes, le monde naturel, ça c'est la capacité numéro 8. Donc c'est intéressant de voir que dans le système urbain demain, comme augmentation, entre guillemets, de sa citoyenneté, le rapport à la nature est sollicité. Hein, et que ce n'est pas du tout quelque chose qui se joue à l'extérieur. Donc ça, c'est tout à fait... Capacité 9, être capable de rire, de jouer, de jouir de la vie. Donc là aussi, on voit, c'est intéressant parce que, encore une fois, on pourrait trouver superfétatoire d'appeler le rire, mais d'appeler la question du jeu dans un espace urbain. Non, bah, le jeu, en fait, c'est le jeu au sens très très large du terme, c'est-à-dire la part d'invention de chacun. C'est aussi le fait que si on joue, ça veut dire que nous ne sommes pas en survie, malgré tout. Donc c'est un point absolument essentiel. Et puis bien évidemment, autre grand territoire qu'il faut demain encore continuer d'explorer, bah, c'est toute la question de la participation efficace aux choix politiques. Donc c'est en gros ce qu'on appelle la démocratie participative, un peu élaborée. On le fait, hein, on a véritablement demain une ville qui doit nous permettre peut-être d'être le milieu de l'invention
de cette liberté des modernes au sens où on ne va pas revenir à la liberté des anciens qui est une liberté d'obligation de participation aux affaires publiques, mais on ne peut pas non plus être simplement dans celle qui est proposée aujourd'hui, qui est trop dans la délégation. Donc il y a cette combinatoire à trouver. Alors, parce que le temps file, mais dire aussi quelque chose avant de conclure sur la nécessité, on l'a dit, de la transdisciplinarité, des programmes d'atterrissage. Et puis, je vais reprendre une chose qui est très intéressante, je trouve également chez Bruno Latour, qui est, je pense, un des auteurs les plus pertinents en ce moment, à la fois pour penser le niveau méta et la transformation des contextes et penser la transformation pratico-pratique, la question à l'intérieur de nos vies, comment on manie les deux niveaux. C'est vrai, si vous vous souvenez d'un texte comme Principe responsabilité, 1979, Hans Jonas, qui est un principe absolument, qui est un texte très 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 important. Si vous vous souvenez, Jonas faisait un dépassement de l'éthique kantienne en considérant que l'éthique kantienne agit de telle sorte que la maxime de ton action soit universalisable. Ça voulait dire agit, c'est-à-dire c'est le tu, c'est la personne, c'est une éthique individuelle fondamentalement. Jonas disait l'éthique individuelle ne suffira pas. On a beau tous les jours, chacun d'entre nous, faire des petits gestes qui sont très importants, etc. Si derrière, il n'y a pas une politique publique, éthique, qui prend sur elle d'aller travailler sur la question du changement de l'échelle, on n'y arrivera pas. Et donc, le passage d'une éthique personnelle à une éthique publique, à une éthique collective, vous l'aviez chez Jonas. Et de fait, il a raison. Mais on pourrait dire que Latour vient nous redire à quel point, malgré tout, la question individuelle, elle est encore et toujours extraordinairement pertinente dans un monde où la société des individus est quand même, l'individu est le premier moteur de l'histoire, malgré tout. Encore aujourd'hui, il l'est intellectuellement, mais il l'est au sens idéologique. Nous sommes dans des mondes d'individualisme méthodologique et donc on ne peut pas se passer de ça. Et donc Latour, dans son programme d'atterrissage, parle d'une révolution du détail. Révolution du détail, et je pense que la ville, fondamentalement, peut être le lieu privilégié de cette exploration de ce qui fait le détail. Détail de nos vies, détail de nos usages. Et pourquoi cette révolution du détail est si importante chez Latour ? Parce que justement, il voit à quel point, pour que demain on sorte du déni plus ou moins généralisé, ou si ce n'est pas le déni, du rejet quand même de prendre en considération véritablement que nous sommes en contexte anthropocénique, que nous devons aller vers cette transition sociale et écologique, parce qu'on est tous d'accord, il y a une forme de consensus mou, mais qui est en fait un consensus trompeur, parce que derrière, la réalité incorporée n'est pas faite. Mais justement, cette révolution du détail, elle est là pour que chacun trouve le moyen d'être concerné par cette transformation qui est beaucoup plus collective. Et donc là, la ville, c'est véritablement un lieu où on peut tout à fait explorer tous ces détails de nos vécus pour voir précisément comment on peut, par la ville, transformer et mettre en place, malgré tout, cette transition écologique et sociale. Et donc c'est un niveau humain, à échelle humaine, la ville, et en même temps qui est paradigmatique et qui raconte quelque chose au niveau systémique et au niveau international. Donc c'est vrai qu'on a un grand retour. Moi je viens d'un territoire qui est celui de la Renaissance, des schèmes de la Renaissance, et dans les schèmes de la Renaissance, vous aviez les cités-États, et on retourne malgré tout, ça ne veut pas du tout dire que les pays ont des souverainetés qui sont insuffisantes, non, mais on va rentrer dans un âge où, oui, très clairement, des grandes transformations
transformations, on le sait, vont être portées par des villes qui, de façon, comment dire, assez paradigmatique, exemplaire, vont raconter un récit, vont raconter un vécu, vont raconter un imaginaire, vont donner à voir ces transformations. Et puis, dernier point, la révolution du détail chez Latour, c'était aussi pour dire, et c'est tellement juste ça, c'était pour dire tout simplement que, en fait, cette dimension planétaire, hein, ce fameux atterrissage, cette dimension planétaire dont nous prenons un peu, dont nous prenons conscience, en fait, elle n'a strictement rien à voir avec la dimension globale. Alors, on le sait, là aussi, mais ça paraît un peu contre-intuitif, et que la globalisation n'est qu'une forme de réductionnisme très triste, très morne, et puis surtout totalement faux, de ce qu'est en vérité la dimension planétaire. Et la dimension planétaire, le détail, véritablement, est une manière de saisir tout simplement la sophistication de cette dimension planétaire qui renvoie tout simplement à des équilibres écosystémiques très fins. On l'a dit tout à l'heure, des lois de coopération extrêmement sophistiquées et qui demandent au contraire d'être très 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 attentifs à la singularité des choses, des systèmes endogènes, des milieux, etc. Et pas du tout dans cette espèce de surplomb qui passe totalement à côté du pacte, je dirais, d'intelligence fort qui est entre les éléments de la vie, tout simplement. Voilà, donc c'était quelques exemples pour tout simplement solliciter un autre corpus, mais qui est maintenant assez bien partagé, et vous dire qu'il ne fallait pas l'abandonner, mais au contraire continuer sur ce chemin des sciences humaines et sociales, comment dire, très sollicitées pour penser les questions d'aujourd'hui. Je vous remercie.